Un homme se dirige vers moi, me tend une carte de visite, se présente comme Sergueï Solomassov. Je prends pleinement conscience de ce qu'il est réellement, du fait qu'il est totalement et exclusivement un officier de renseignement. À travers moi, ils peuvent essayer d'avoir les contacts d'autres chercheurs, de militaires, etc., etc. Parmi les sujets qui les intéressent au début, il y a la vente de bateaux militaires, de 2 bateaux militaires à la Russie. Et puis, il y a évidemment les questions de terrorisme, les questions de djihad et la Syrie qui, à cette époque-là, est le plus gros dossier pour eux. L'Ukraine, à partir de 2014-2015, qui va être de plus en plus un sujet important. Évidemment, beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'armée française. C'est vraiment décrypter la société et essayer de trouver dans tous les outils du pouvoir des maillons faibles sur lesquels potentiellement, eux, ils pourraient agir d'une manière ou d'une autre. Donc ce que font ces gens-là, qui sont un peu la première ligne des services de renseignement, c'est d'aller nouer beaucoup de contacts, de tenter toutes sortes d'approches, proposer de l'argent, proposer des cadeaux, proposer des voyages, proposer des femmes, pour essayer de voir si à un moment il y a quelque chose qui mord ou pas. Alors aujourd'hui à Blast, je reçois Romain Mielcarec. Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions internationales et de défense, membre du collectif de journalistes Longshot. Vous venez de publier chez De Noël ce super livre, Les Moujiks, la France dans les griffes des espions russes, où vous racontez une tentative de recrutement sur vous-même par un agent russe qui s'appelle Sergueï. Pourquoi on se fait recruter par les Russes ? Alors, pourquoi les Russes essaient de recruter des gens ? Parce qu'ils peuvent avoir intérêt à avoir des relais dans les différentes missions qu'ils ont à mener, alors en France ou dans d'autres pays. Et le type de profil de gens qui vont les intéresser, il est en fait extrêmement large. Ça va être bien évidemment tous les gens qui travaillent sur des questions stratégiques. C'était mon cas. Je travaille sur des questions de défense, de relations internationales. Donc on va trouver des diplomates, on va trouver des militaires, on va trouver des industriels. Mais plus largement, ils vont s'intéresser à des profils éventuellement plus larges, plus simples, qui peuvent aussi leur ouvrir des accès à d'autres pans de la société. L'un des exemples que je raconte dans le livre, ce sont des associations qui s'intéressent à des questions de mémoire. Et à travers ces associations, les Russes vont chercher à faire passer des messages, à relayer leur vision du monde et éventuellement à créer des situations où ils donnent l'impression que les relations internationales ne sont pas telles qu'elles sont en réalité. Comment vous avez été approché exactement ? Très simplement, j'animais à l'époque, donc on était en 2013, une conférence dans laquelle on parlait de l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Et à la fin de la conférence, un homme se dirige vers moi, me tend une carte de visite, se présente comme Sergueï Solomassov, attaché militaire à l'ambassade de Russie. Et il me dit « Je viens d'être affecté à Paris, je cherche à rencontrer du monde, à développer mon réseau pour mieux comprendre le pays, pour essayer de parfaire ma connaissance de la France. » À ce moment-là, je lui réponds évidemment oui. Pour moi, c'est un contact, une source potentielle. Je me dis que c'est quelqu'un qui, du fait de son métier, du fait qu'il est militaire, pourrait m'ouvrir des accès ou me faciliter en tout cas des accès pour des reportages, par exemple, avec l'armée russe, qui évidemment, à ce moment-là, est déjà intéressante pour moi, qui m'intéresse aux questions militaires. Parce que ça se passe en quelle année, ça, exactement ? En 2013, donc pour situer un peu le contexte, la guerre civile en Ukraine n'a pas commencé. Les Russes ne sont pas intervenus. La guerre en Syrie a lieu, mais les Russes n'ont pas encore déployé de troupes massivement sur ce théâtre d'opération, même s'ils sont déjà en train de diffuser une propagande en soutien à Bachar al-Assad. Et puis surtout, on n'est pas du tout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui d'une guerre de très grande ampleur dans laquelle les Russes sont clairement identifiés comme l'ennemi. Comment ça se passe ? Donc, il vient vous voir à cette conférence. Et ensuite, il y a une vraie relation qui se met en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Donc, on prend contact. À partir de là, on va avoir des rendez-vous relativement réguliers, tous les 1 ou 2 mois, comme un journaliste peut en avoir avec n'importe quel type de source, où on va parler de l'actualité internationale, on va parler de l'armée française qui, lui, va un peu plus l'intéresser. Moi, je vais lui poser des questions sur l'armée russe, comment elle fonctionne, comment elle s'organise, comment elle se réforme. C'est un des grands sujets à cette époque-là. Et puis, effectivement, une forme... Alors, amitié, le mot est un peu fort, mais une relation de sympathie s'instaure, comme on peut, encore une fois, en avoir avec des sources en lesquelles on a tendance à avoir confiance, avec lesquelles on a des échanges réguliers. Pour autant, moi, je ne suis pas totalement dupe, puisque très vite, au bout de 2 ou 3 mois,
Je prends pleinement conscience de ce qu'il est réellement, du fait qu'il est totalement et exclusivement un officier de renseignement, parce que tout simplement, les services de renseignement français vont me prévenir. Et donc, il vous donne des informations, vous lui en donnez un retour, mais est-ce que ces informations lui sont vraiment utiles à ce moment-là ? Difficile à dire. Il faudrait demander à sa hiérarchie et voir déjà quels sont leurs objectifs en termes de récolte de renseignements. Je pense qu'il ne faut pas analyser la chose dans une relation d'un individu à l'autre. Un service de renseignement, c'est une énorme administration. Ce sont beaucoup de gens avec tout un tas de métiers et de missions différentes qui vont produire un gros volume de renseignements et d'informations. Et au-delà, une source individuellement, elle ne va pas avoir de valeur en tant que telle. Ce qui va être intéressant pour eux, c'est de tisser tout un réseau avec tout un tas de profils qui vont leur permettre de confirmer, par exemple, des idées qu'ils ont, des choses qu'ils commencent à comprendre ou non, pour tester, par exemple, les récits qu'ils essayent de disséminer dans la société française. Et puis aussi pour s'étendre sur les réseaux de ces personnes-là. À travers moi, ils peuvent essayer d'avoir les contacts d'autres chercheurs, de militaires, etc., etc. Et régulièrement, ils vont demander à une source « Est-ce que tu connais tel autre ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Potentiellement, ils vont essayer de les mettre en relation, etc., etc. Cette manière de faire, elle fait partie d'une stratégie plus grande en fait, de la Russie. C'est quoi les intérêts à ce moment-là du renseignement russe en France ? Alors, au tout début de cette histoire qui commence il y a une dizaine d'années, dans les sujets qui les préoccupent beaucoup, il y a évidemment, et ça on va l'avoir sur la longueur, s'arranger pour avoir des mouvements politiques les mieux installés possibles qui leur soient favorables. Alors soit parce qu'ils vont soutenir des gens qui relaient leur discours, soit parce qu'ils vont essayer de convaincre d'autres personnes qui ont un potentiel d'un point de vue électoral que l'analyse du monde que fait la Russie est la bonne. Parmi les sujets qui les intéressent au début, il y a la vente de bateaux militaires, de 2 bateaux militaires à la Russie. Et puis, il y a évidemment les questions de terrorisme, les questions de djihad, et la Syrie qui, à cette époque-là, est le plus gros dossier pour eux. Au fil des années, les sujets vont varier. Il y en a qui vont rester tout du long, la Syrie par exemple, et puis il y en a qui vont apparaître. L'Ukraine, à partir de 2014-2015, qui va être de plus en plus un sujet important. Et puis, sur toute la durée de ces 10 années, évidemment, beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'armée française, sur le fonctionnement des milieux de pouvoir en France. Ils essayent au pluriel de comprendre comment un homme comme Emmanuel Macron peut à un moment arriver au pouvoir, qui sont les gens réellement influents dans la diplomatie, dans les institutions militaires ou policières. Voilà, c'est vraiment décrypter la société et essayer de trouver dans tous les outils du pouvoir des maillons faibles sur lesquels potentiellement, eux, ils pourraient agir d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, vous racontez dans ce bouquin, à ce propos, une tentative ratée de corruption sur le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Vous parlez aussi de la manière dont la Russie instrumentalise des membres de la droite et de l'extrême droite française. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus que sur ces réseaux qui sont des soutiens de la Russie en France ? Alors, dans ces 2 mouvements politiques, alors qui sont à voir de manière relativement élargie, parce qu'il y a tout un tas d'individus qui vont graviter autour sans toujours être vraiment inscrits dans les partis ou qui vont entrer et sortir. Et dans ces 2 mouvances politiques, on a une vision un petit peu fantasmée de ce qu'est la Russie à notre époque. Très à gauche, on va avoir des gens qui souvent ont un peu un héritage de la naïveté communiste de l'époque soviétique, qui voient dans la Russie un espèce de rempart contre l'impérialisme américain, une espèce de contre-pouvoir avec lequel on a intérêt à nouer des liens pour justement contrecarrer l'influence américaine. Et puis, à l'extrême droite, on va avoir des gens qui, tout aussi naïvement, sont persuadés que la Russie est une espèce de parangon, de défenseur de la race blanche européenne chrétienne, ce qui est tout aussi absurde puisque la Fédération de Russie est en fait un assemblage de nombreuses communautés, de nombreuses populations avec des histoires, des cultures, des langues très différentes. Et l'exemple que je prends dans le livre, c'est si vous allez expliquer à un Kalmouk à l'extrême ouest de la Russie qui est bouddhiste, descendant de populations mongoles, ou à un Yakoute dans l'extrême-orient qui a des pratiques chamaniques,
que ces gens-là sont des défenseurs de la race blanche chrétienne européenne, ils risquent de pas bien comprendre. Et puis, je reviens sur la gauche qui continuait jusqu'à récemment, qui semble être en train enfin de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Cette conviction que pour lutter contre l'impérialisme, l'expansionnisme, le néocolonialisme d'un certain nombre d'acteurs occidentaux capitalistes, la Russie pouvait être un partenaire, un allié. En réalité, depuis le début des années 2000 au moins, il n'y a aucun doute sur le fait que la Russie est une puissance impérialiste, qu'elle a des velléités d'extension de son territoire, qu'elle est oppressante pour un certain nombre de populations et de minorités, et que donc évidemment, ça ne peut pas être un partenaire ou un allié dans ce type de lutte politique. Vous expliquez que la France est une véritable plaque tournante de l'espionnage russe international, notamment à travers de ses aéroports. Et vous parlez aussi, et là c'est un peu plus étonnant, de la Haute-Savoie. Qu'est-ce qui se passe en Haute-Savoie ? Alors, il faut pas comprendre ce que je dis à propos de la France comme c'est un hub plus que d'autres pays. L'une des méthodes utilisées par les services de renseignement, notamment lorsqu'ils sont engagés dans des opérations sensibles, c'est d'essayer de brouiller les pistes. Donc souvent, quand ils vont aller d'un point A, par exemple, je sais pas moi, Moscou, à un point B, par exemple, Berlin, ils vont faire plusieurs étapes, ils vont s'arrêter un peu en France, un peu en Pologne, et ils vont faire comme ça tout un tas de détours pour essayer d'échapper à ceux qui pourraient les surveiller. Donc la France est l'un des gros hubs parmi d'autres, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que pour nous, Français, ça veut dire qu'un certain nombre de grandes opérations d'espionnage ou de renseignement menées par les Russes sont à un moment ou à un autre passées par chez nous. Alors, soit par nos aéroports. Paris est un aéroport où on a vu passer énormément des clandestins, donc des officiers de renseignement sous couverture, qu'on a pu identifier grâce à des superbes enquêtes de journalistes ces dernières années. Des aéroports plus discrets, comme Marignane, par exemple, où un commando a été déployé pour aller faire du piratage informatique en Suisse. Et puis la Savoie, où des commandos de la GRU qui étaient mobilisés soit dans des opérations d'assassinat ou de tentatives d'assassinat, soit dans des opérations d'ingérence dans des élections en Europe, font une pause. Donc ils s'arrêtent pendant quelques temps, ils s'organisent dans des hôtels un peu partout en Savoie, et ils prennent le temps de s'assurer que personne ne les surveille, que personne n'est en train de regarder ce qu'ils font, pour pouvoir ensuite repartir dans d'autres directions. Un des avantages de la Savoie, c'est que c'est quand même pas l'endroit où on croise le plus les services de contre-espionnage français, et donc ça assure une relative discrétion. D'ailleurs, en parlant des services de contre-espionnage français, comment la France agit par rapport à ces agents russes qui sont sur son territoire ? Très vite, donc au bout d'environ 2 mois, je reçois un coup de téléphone de la part de quelqu'un qui se présente comme un membre du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on se voit, il me montre sa carte de police et se présente comme un officier de la DGSI, donc du renseignement intérieur. Ils travaillent dans un service de contre-espionnage. Leur travail, c'est de surveiller tout ce que les Russes vont tenter de faire en termes d'espionnage. Et l'une de leurs cibles principales, ce sont les gens qui sont sous couverture diplomatique au sein de l'ambassade de Russie. Et donc très vite, ils vont m'expliquer comment travaillent les officiers de renseignement russes, de quoi il faut que je me méfie, à quoi il faut que je fasse attention, etc., etc. Donc ils m'aident à prendre conscience quelque part de la gravité de ce qui est en train de se passer. Et puis c'est un service de renseignement, donc ils font la même chose que les Russes, pas avec les mêmes méthodes, mais ils font la même chose dans le sens où eux aussi essaient de recruter des sources, et donc ils vont essayer de faire en sorte que moi, je puisse leur donner des informations et des éléments de renseignement sur les Russes qu'ils sont en train de surveiller. La règle que moi je fixe d'entrée de jeu avec eux, parce qu'avec eux je peux fixer des règles, vu qu'il y a une relative transparence, c'est que je leur dis, moi je veux bien qu'on se rencontre régulièrement et qu'on discute, mais par contre je suis journaliste. Donc on ne perdra jamais de vue que je suis journaliste. Et si vous me demandez de poser des questions spécifiques pour obtenir des renseignements qui vous intéressent, ou si vous me demandez d'observer des choses que je n'écrirai pas ou que je n'envisagerai pas d'écrire, je ne vous répondrai pas. Par exemple, si on me demandait d'essayer de sonder Sergueï Solomassov pour voir s'il y a des tensions dans son bureau, des gens qui sont démotivés ou déprimés, ça, moi, en tant que journaliste, c'est pas un sujet que j'aurais a priori tendance à creuser. Donc, à aucun moment, je n'irai poser cette question-là à mon interlocuteur russe. Est-ce que votre interlocuteur russe, il sait que le renseignement français vous a demandé de rendre des comptes par rapport à vos rencontres avec lui ? Faudrait lui demander. J'en ai aucune idée. En toute logique, c'est évidemment une hypothèse que lui doit prendre en compte. Encore une fois, dans le fonctionnement d'un service de renseignement, il faut toujours envisager que la source
que l'on est en train de traiter, potentiellement, est en réalité en train de nous manipuler nous-mêmes. Donc il y a toujours ce risque d'avoir des doubles ou des triples jeux. Donc en toute logique, il doit envisager que je puisse être en lien avec les services de renseignement français. Le moment où on a une rupture avec, alors pas le premier Sergueï que je rencontre, mais avec son successeur, puisqu'il y aura une relève en cours de route. Qui s'appelle Sergueï aussi. Qui s'appelle également Sergueï. Et dont le successeur s'appellera aussi Sergueï. Exactement. C'est des faux noms ou ils s'appellent juste tous Sergueï? Aucune idée. Alors en Russie, les prénoms sont souvent assez récurrents, donc en soi, c'est pas si étonnant que ça. Et quand on regarde les autres profils suspects dans l'ambassade, il y a quand même d'autres prénoms. Mais effectivement, le hasard a fait que les 3 que moi j'ai rencontrés et fréquentés le plus s'appelaient tous Sergueï. Et ce que je voulais dire, oui, c'est que au bout d'à peu près 8 ans, il y a un moment où il y a une rupture dans le contact entre eux et moi. Je ne sais pas aujourd'hui à quoi est due cette rupture. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que l'officier avec lequel j'étais en contact à la fin, qui avait la réputation, d'après les Français, d'être particulièrement médiocre, soit simplement rentré en Russie sans avoir fait de transmission des contacts. Celle-là me paraît peu probable, d'hypothèse. Une seconde hypothèse, c'est qu'avec la désorganisation qu'a entraîné le Covid au sein de l'ambassade de Russie, tout un tas de contacts a été perdu, potentiellement le mien. Et puis la troisième, qui à mon avis est la plus plausible, c'est que lors de mon dernier rendez-vous avec Sergueï Fedchenko, donc le dernier que je côtoyais, je lui ai posé des questions un peu plus directes, un peu plus franches sur la manière de travailler de son service, la GRU, et peut-être que ça a généré un certain nombre d'alertes chez eux, et qu'à partir de là, ils ont dit à Romain Mialkarek qu'il ne faut plus lui parler. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce premier Sergueï avec qui vous aviez une relation un peu plus privilégiée qu'avec les autres? Alors, au bout de 4-5 ans, il m'annonce son départ. Il arrive à la fin de son déploiement en France. Il va me présenter... Pendant ces 5 ans, vous vous voyez régulièrement? On se voit régulièrement, oui. Ce que je disais tout à l'heure, à peu près tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend un peu des périodes. Mais régulièrement, oui. Et donc, il m'annonce qu'il va me présenter à la personne qui va prendre le relais en me disant, voilà, moi, tu m'as bien aidé, ça a été très précieux pour moi de pouvoir discuter avec toi pour comprendre Paris. Mon collègue Sergueï, qui arrive de Moscou, il a besoin, lui aussi, d'être un peu guidé pour comprendre comment on fonctionne en France. Donc, je te le présente et tu pourras lui aussi l'aider. À partir de là, plus aucun contact. Les mails qu'il utilisait ne fonctionnent plus, tous les téléphones qu'il utilisait ne fonctionnent plus. Je tente à plusieurs reprises, dont dans la phase d'enquête réalisée au cours des derniers mois, de relancer ces différents contacts et ils sont tous inutilisables. Et puis il réapparaît totalement par hasard en 2022 dans une vidéo publiée par un média slovaque parce que Sergueï Solomassov a été à ce moment-là réaffecté à l'ambassade de Russie en Slovaquie et il a été filmé par les services de renseignement slovaques en train de donner de l'argent à un désinformateur, un animateur de médias de propagande et de désinformation slovaque pour lui demander d'essayer de recruter des sources potentielles pour aider la Russie. Cette vidéo, elle est intéressante parce que elle a permis de voir en live la manière dont travaille un officier de renseignement russe. Ça a justifié pour la Slovaquie de l'expulser. Et puis, ce qui était assez intéressant, c'est que beaucoup de personnes ont analysé cette vidéo en se disant « mais c'est grotesque, c'est grossier ». Ils sont là au bord d'une route, ils lui donnent une poignée de billets en cash. Enfin, ça ressemble pas à James Bond, en fait. Et ce que moi, je faisais comme analyse, c'est que c'est certes très cavalier, très direct, mais en fait, c'est comme ça que travaillent les services de renseignement. C'est difficile de sentir si quelqu'un est prêt à trahir son pays et de mettre des dispositifs très complexes en place. Donc, ce que font ces gens-là, qui sont un peu la première ligne des services de renseignement, c'est d'aller nouer beaucoup de contacts, de tenter toutes sortes d'approches, proposer de l'argent, proposer des cadeaux, proposer des voyages, proposer des femmes, pour essayer de voir si à un moment, il y a quelque chose qui mord ou pas. Et ils vont essayer avec toutes sortes de profils, de gens a priori sympathiques à leur cause ou pas. L'idée... Et vous avez reçu des cadeaux, vous, de ce Sergueï ou pas? Je vais y revenir. L'idée, c'est que peut-être que là, ça ne fonctionne pas, mais si on identifie une faille, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, si on a besoin de nouveau de travailler la même source, on saura si cette source-là, lui proposer une sortie dans un club de prostituées, ça la braque ou non. On saura si on lui propose 1 000 €,
est-ce que c'est assez ou pas pour l'amener à faire quelque chose, etc., etc. Donc, il faut vraiment voir ça comme un travail au long terme. Et sur les cibles les plus importantes, ce ne sont plus des gens comme Sergueï Solomassov ou Sergueï Fedchenko qui vont aller faire le travail, ce seront ensuite d'autres agents plus discrets qui, eux, pourront effectivement échapper à la surveillance. Sur la question des cadeaux, j'ai travaillé d'une manière un petit peu baroque parce que tout jeune journaliste, sans rédaction derrière moi, donc j'ai un peu improvisé en termes de moyens et en termes de méthode de travail. Je l'explique dans le livre avec une grande transparence, comment j'ai travaillé, les questions que ça a posées évidemment d'un point de vue éthique. Et très concrètement, il y a eu 2 types de cadeaux. Les premiers, c'est des enveloppes de cash. On parle de sommes qui tournent aux alentours de 3 à 500 euros à l'occasion d'un anniversaire ou ce genre de choses. Dans ces situations, systématiquement, je lui dis non, en France, ça se fait pas d'offrir de l'argent liquide comme ça, c'est pas très poli. Mais bon, ce que je te propose, c'est qu'on se serve de cet argent pour payer la note du bar ou la note du restaurant. Donc moi, ça me permettait derrière de redistribuer l'argent vers les rencontres que j'avais avec lui. Et puis un deuxième type de cadeau, là un peu plus romantique, sous la forme de goodies militaires. J'ai à la maison une énorme chope de bière avec les symboles de l'état-major des armées russes, des médailles, des rubans de Saint-Georges, donc qui sont des symboles très patriotiques de la Russie, très militaires. Ces cadeaux-là, je les ai gardés pour la plupart. Peut-être que certains ont fini à la poubelle. Au moment où Sergueï se fait choper en Slovaquie, la Slovaquie effectue un nettoyage des agents russes. Ça fait beaucoup de bruit dans le pays. En France, on n'en entend pas parler, ou très peu. Mais ça fait beaucoup de bruit en Slovaquie qui se débarrasse de ces agents russes. Est-ce que la France fait la même chose à un moment donné ou pas ? La France fait la même chose dans le sens où les services de contre-espionnage français, ils font le travail sur toute la période où j'enquête sur ce sujet. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Leurs moyens sont limités, ils n'ont pas toujours les meilleurs recrutements possibles parce que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de lutter contre le terrorisme islamiste. Mais ils font le boulot. Ils identifient les gens, ils arrivent à repérer qui coopère ou non avec les Russes, etc., etc. Et à plusieurs reprises, ils organisent même des guet-apens pour piéger des faux diplomates en flagrant délit de tentative d'obtenir des documents confidentiels, par exemple. Et ce que fait la France, c'est qu'elle se montre, disons, très polie. Lorsqu'un espion russe est pris en flagrant délit, on ne va pas l'expulser manu militari en l'affichant publiquement. On va attendre le bon moment, par exemple une tentative d'assassinat sur un ancien espion au Royaume-Uni, pour dire, par solidarité envers nos alliés, nous aussi on expulse des diplomates, et à ce moment-là, on va virer les 3 ou 4 qui avaient vraiment été beaucoup trop loin. Ils sont immédiatement remplacés, donc ça ne change pas grand-chose. Moi, l'analyse que je fais, c'est quand même que sur cette dizaine d'années, donc les services de renseignement français font leur travail, mais il y a un moment où l'échelon politique semble ne pas bien comprendre la réalité et la gravité de ce qui se passe en France. Il y a toujours une tendance à dire tout ce que je décris, là, tout ce que j'ai observé, et puis les affaires qui sortent régulièrement, tout le monde le fait. La CIA le fait, le Mossad le fait, les Britanniques le font, et puis probablement les Français le font aussi en Russie. La réalité, c'est que quand on regarde et qu'on travaille sur ces sujets-là, personne n'est aussi agressif que les Russes. Personne. Même les Chinois, qui sont de plus en plus offensifs depuis quelques années, ne vont pas aussi loin dans l'absence totale de respect de la loi, des règles et des conventions. Les Russes s'autorisent absolument tout. Il y a un sentiment d'impunité extrêmement fort. Et ça, c'est unique. Je ne dis pas que c'est unique parce que... Qui est spécifique à la France ou qu'on retrouve dans les autres pays ? Et qu'on retrouve partout. On retrouve ça dans tous les pays... tous les pays que moi j'ai pu observer un minimum. Donc les pays européens, c'est comme ça. L'Amérique du Nord, c'est comme ça. Au Japon, c'est comme ça. Et dans la plupart des pays africains où on les croise régulièrement, il y a vraiment cette impunité et ce sentiment qu'on peut faire ce qu'on veut. Je ne dis pas que les autres services de renseignement, notamment occidentaux, ont une meilleure éthique ou sont plus sympathiques. Je pense qu'en grande partie, ils ont arrêté d'utiliser des méthodes aussi cavalières parce que, notamment avec l'expérience de la guerre froide, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça coûtait relativement cher pour obtenir assez peu de résultats. Là aussi, je pense que c'est un truc qu'il faut bien avoir à l'esprit. On a toute une mythologie en tête
au-delà des James Bond, de la littérature, etc., on a l'impression que pendant la guerre froide, le KGB était une énorme machine de guerre capable de manipuler le monde entier. En réalité, quand on regarde les archives, le KGB, par rapport à l'ampleur de ses moyens, c'est de temps en temps quelques coups de génie avec des recrutements de sources incroyables, mais c'est très majoritairement beaucoup d'échecs, beaucoup de galères, des clandestins sous fausse identité qui en fait disparaissent au Canada parce qu'en cours de route, leur métier leur plaît plus et puis que finalement ils sont pas si mal que ça en Amérique du Nord. Des gens qui vont préférer se bourrer la gueule plutôt que de faire leur travail. Des sources qui sont potentiellement très intéressantes mais qu'ils vont ignorer parce qu'ils s'en rendent pas compte. Enfin, c'est vraiment le taux de réussite dans les opérations qui sont déclenchées, il est très très bas. La question, c'est est-ce que ce peu de succès justifie l'investissement qui est fait, les tensions que ça génère. Les Russes, jusqu'ici, ont toujours considéré que oui, ça valait le coup et qu'il fallait continuer de travailler comme ça. Il me semble que les Nord-Américains et les Européens ont en grande partie évolué pour se tourner vers d'autres types de méthodes et d'autres types d'outils. On a vu, en parlant d'autres types d'outils, que la Russie, outre ses agents qu'elle envoie sur le territoire français, est aussi présente dans les médias, alors moins maintenant depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Mais alors de quelle manière elle pratique son influence aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, elle fait un petit peu comme elle peut avec le peu de moyens qui lui restent. L'essentiel des gens qui travaillaient à l'ambassade de Russie ont été expulsés au début de l'année 2022 en représailles de la campagne lancée en Ukraine. La DGSI m'a confirmé que tous les gens qui avaient été expulsés avaient des dossiers longs comme le bras et que ce n'était pas juste pour embêter les Russes. En termes de manipulation de médias, de choses comme ça, c'est pareil. Russia Today et Sputnik ne peuvent plus travailler comme ils le faisaient. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est un petit tissu de gens qui étaient en bonne relation avec eux, qui ne sont pas toujours les gens les plus influents et les plus talentueux, qui font un peu ce qu'ils peuvent. Un exemple intéressant, c'est un profil comme Adrien Boquet, qui est un ancien militaire qui s'est retrouvé, je ne comprends pas trop comment, au fin fond du Donbass, à faire des vidéos de propagande pour la Russie. Il a zéro crédibilité, personne ne l'écoute, mais les Russes se servent de ce monsieur pour essayer de faire passer leur message. Donc aujourd'hui, fin 2022, les capacités de nuisance de la Russie en France me semblent relativement limitées. La question, elle va se poser dans le moyen à long terme, notamment après la guerre en Ukraine. Lorsque la situation diplomatique redeviendra plus calme, est-ce que l'État français sera capable de tirer des leçons de cette expérience, ou est-ce qu'on retournera dans les mêmes travers avec des dirigeants politiques très ignorants, très dans l'incompréhension de ce que c'est que le renseignement et de comment ça fonctionne, dans l'incompréhension de ce qu'est la Russie et de comment elle fonctionne, qui pourraient être tentés de se dire, bon, même si de temps en temps ils vont très très loin, le plus important, c'est quand même qu'à un moment, on puisse continuer de faire du business et d'avoir des bonnes relations. Et ce travail que la Russie fait en France, ou faisait, parce qu'elle le fait moins maintenant, est-ce que la France fait un travail similaire en Russie ? Moi, j'ai rien trouvé de comparable. J'ai pu discuter avec toutes sortes de sources qui avaient travaillé directement sur le terrain, dont des gens qui sont typiquement qui font le métier de Sergueï Solomassov. Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que les professionnels me disent on ne fait pas du tout la même chose que les Russes, tout simplement parce que nous, on a évolué dans nos méthodes et en fait, on a plutôt le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose. Le deuxième élément, c'est que de nombreux collaborateurs de l'État français en Russie, pour prendre un exemple très concret, les gens qui travaillent dans les alliances françaises, donc les profs de langue, sont totalement livrés à eux-mêmes face aux services de renseignement russes. Et vous racontent qu'ils se retrouvent à avoir débarqué régulièrement le FSB chez eux pour fouiller leurs ordinateurs, pour exiger de s'expliquer sur telle ou telle personne dont ils ont reçu la visite, etc., etc. Donc en réalité, les Français sont très exposés en Russie à l'action des services de renseignement russes. Alors on peut toujours imaginer que la DGSE serait incroyablement plus compétente que les Russes et qu'elle arriverait à faire un espionnage de grande ampleur en Russie sans jamais se faire griller. Honnêtement, quand on regarde ce que font les services de renseignement occidentaux, il n'y a quand même pas de raison de penser qu'ils seraient beaucoup plus habiles que les autres. Et en l'occurrence, quand vous demandez aux autorités russes de justifier, quand elles accusent les uns ou les autres de faire de l'espionnage,
de dire concrètement de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que vous avez comme preuve qui vous permettent de dire que les Français font de l'espionnage ou de l'ingérence ? Et ils n'ont rien à dire. Et depuis que la Russie est beaucoup moins présente en France, ou en tout cas c'est les actions d'influence et ses agents, quel pays on retrouve maintenant sur cette scène-là dans notre pays ? La Chine reste un des pays très préoccupants en termes d'ingérence et d'espionnage. Alors, les méthodes sont assez différentes, les sujets d'intérêt ne sont pas tout à fait les mêmes. Les Chinois, il y a en gros deux types d'obsessions. Il y a une première obsession qui est plutôt de faire une espèce d'espionnage économique, de comprendre le fonctionnement des industries françaises, d'essayer de trouver des opportunités, etc., etc. Et il y a un deuxième sujet qui est la poursuite et la persécution des opposants politiques, notamment des Ouïghours. Dans les pays intéressants, il y a évidemment les grands services de renseignement occidentaux qui ne sont pas inactifs en France. Je pense évidemment à la CIA, je pense aux services de renseignement britanniques. Là, c'est pareil. Il y a différentes formes d'espionnage. Ça dépend un petit peu des périodes. Et en général, quand ils se font repérer, il y a plutôt des discussions de gentlemen entre eux et leurs homologues français. Si les Français ne sont pas extrêmement coercitifs, parce que je sais que c'est une des choses qui revient régulièrement, lorsque les services de renseignement américains espionnent les dirigeants français, par exemple, pourquoi la France ne s'énerve pas plus que ça ? C'est parce qu'en fait, ils pèsent le pour et le contre. Alors, le contre, c'est que du coup, c'est quand même pas très sympathique entre alliés de se surveiller comme ça. Mmh. Mais le pour, c'est que le renseignement que les Américains fournissent à leurs homologues français, il est extrêmement précieux et extrêmement utile. Donc, en pesant le pour et le contre, ils se disent, bon, quand ils vont trop loin, on leur tape sur les doigts, on râle un bon coup et on leur montre qu'on n'est pas totalement naïf. Mais c'est vrai qu'en échange, ils sont quand même bien utiles et quelque part, ça fait un peu partie du jeu. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que à l'inverse, les Russes n'ont jamais rien donné d'utile ou de précieux à la France en termes de renseignement, en termes d'aide pour lutter contre les menaces identifiées par la France, etc. Et puis après, pêle-mêle, très rapidement, les Turcs sont actifs en France et sont très agressifs en France. La différence avec les Russes, c'est qu'ils ne sont pas présents de manière aussi globale dans le monde entier. À quelle fin, de quelle manière ? Pareil, beaucoup de chasse aux opposants politiques. C'est un des gros sujets. On va avoir les Iraniens, très présents aussi, beaucoup plus subtils, les Iraniens, qui, eux, vont être plutôt dans de la construction de réseaux d'influence. Ils vont chercher des relais, des personnalités publiques, politiques, journalistes, chercheurs, qui pourraient à un moment porter leur discours. Les Israéliens, évidemment, font partie des grands services. Eux, ils vont plutôt être intéressés dans la surveillance des différentes mouvances islamistes qui peuvent à un moment passer par la France, et évidemment de tous ceux qui soutiennent les droits des Palestiniens. Est-ce que j'en oublie dans les grands services ? Je pense que là, on a l'essentiel dans ceux qui doivent nous préoccuper. Merci beaucoup, Romain Mielcarec. Merci à vous. Je rappelle que vous venez de sortir Les Moujiks aux éditions de Noël, que je viens de terminer, qui est absolument un régal à lire. Ça se lit comme un roman presque d'espionnage, avec une belle quantité d'humour et d'autodérision, je trouve, et d'humilité peut-être. Merci à vous. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. Donc rendez-vous sur notre site internet blast-info.fr. Merci et à bientôt.